Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration historique. Je suis ravi d'entamer avec vous cette plongée dans nos sources d'époque. Bonjour, je suis très contente d'être là aujourd'hui, d'autant plus que le sujet est assez exceptionnel. Absolument. Le décor que l'on pose aujourd'hui, c'est la nuit du 2 juin 1582. Nous sommes au Japon. Oda Nobunaga est l'homme le plus puissant du pays. C'est ça, il est vraiment sur le point d'unifier l'intégralité de l'archipel. Exactement. Mais soudainement, il ne meurt pas glorieusement face à une armée ennemie. Il se retrouve encerclé en pleine nuit, acculé dans le temple Onnoji à Kyoto, par son propre général de confiance, Akechi Mitsuhide. Et en l'espace de quelques heures seulement, c'est fini. Nobunaga périt dans les flammes, son héritier légitime, Nobutada, est tué dans la foulée. Et la violence ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Non, pas du tout. 13 jours plus tard, Akechi Mitsuhide, le fameux traître, est lui-même écrasé sur le champ de bataille de Yamazaki. C'est vraiment le basculement politique le plus rapide et le plus radical de l'histoire japonaise. 3 figures majeures, balayées en à peine 2 semaines. C'est inouï, la lignée centrale du pouvoir est complètement pulvérisée. Oui, tout s'effondre. Mais bon, décortiquons un peu tout ça. Dans notre analyse d'aujourd'hui, la vraie question n'est pas simplement de retracer ce qui s'est passé. La question, c'est pourquoi? Pourquoi cette trahison? C'est toute l'énigme en effet. Était-ce de l'ambition pure, un plan machiavélique mûrement réfléchi, ou bien un complot de l'ombre? Quand on cherche le mobile d'un crime politique, on a souvent tendance à chercher un drame intime, une rancune. Oui, le mobile émotionnel. C'est un réflexe très humain au fond. Face à un acte qui semble irrationnel, on cherche une blessure personnelle pour justifier l'injustifiable. Et d'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai vu que les textes regorgent d'anecdotes assez dramatiques. L'histoire écrite par les vainqueurs retient l'idée d'une rancune tenace. Ah, les fameuses anecdotes. Voilà, par exemple, Nobunaga, qui était connu pour ses colères assez terribles, aurait servi du poisson avarié à Mitsuhide pour l'humilier publiquement devant Tokugawa et Ieyasu. C'est l'histoire classique, oui. Et il y a pire. Lors de la campagne de Tanba, Nobunaga aurait carrément rompu une promesse, ce qui a entraîné l'exécution de la mère de Mitsuhide qui avait été offerte en otage. Ça ressemble presque à de la presse à scandale d'époque, non? Ce qui est passionnant ici, c'est précisément la façon dont ces récits ont été construits. Ces anecdotes, que ce soit le poisson avarié ou le sacrifice de la mère, elles sont en fait totalement absentes des documents contemporains de 1582. Attends, vraiment, elle n'existe pas à l'époque des faits? Non, pas du tout. Elles apparaissent bien plus tard, elles sont surtout figées dans des chroniques militaires qui datent de l'époque Edo, donc des décennies, voire des siècles après la nuit du Honnoji. Mais quel était l'intérêt pour les auteurs de l'époque Edo d'inventer ce genre de détails familiaux croustillants? Eh bien, il faut voir le contexte. L'époque Edo, c'est le début d'une ère de paix très stricte. Les samouraïs deviennent des bureaucrates. Et cette société a besoin de cadres moraux très nets. D'accord, je vois. Pour justifier l'assassinat de son propre seigneur, ce qui est une trahison absolue dans le Bushido, il fallait un habillage théâtral. Il fallait dépeindre un despote monstrueux face à un vassal dont l'honneur a été bafoué. Donc c'est une sorte de réécriture pour en faire une belle pièce de théâtre moralisatrice. Exactement. Alors il est très probable que Mitsuhide ait subi des vexations, hein. Nobunaga était brutal, on le sait. Mais de là à déclencher un coup d'État qui renverse tout le pays juste pour une histoire de repas, ça manque de rationalité. Oui, la rancune seule ne suffit pas pour monter une machine militaire contre le chef suprême. Du coup, si on écarte cette rancune personnelle, on doit se tourner vers la rationalité politique. À qui profite le crime? La fameuse piste du complot, oui. C'est ça. Et le suspect idéal, c'est Toyotomi Hideyoshi, celui qui a raflé la mise et qui est devenu le maître du Japon par la suite. Mais factuellement, il était loin, non? Il était coincé au siège du château de Takamatsu. Oui, et c'est ce qui démonte complètement cette théorie, même si elle est séduisante. Hideyoshi affrontait le puissant clan Mori. Être bloqué dans un siège contre un tel adversaire, ce n'est pas un alibi, c'est un piège mortel. Parce qu'il ne contrôlait pas du tout la situation. Absolument pas.
Imaginez, enfin, il est fascinant d'imaginer la situation avec les moyens de communication de l'époque. Si les troupes du clan Mori avaient appris la mort de Nobunaga avant qu'Hideyoshi ne puisse négocier une trêve, il aurait été pris en tenaille. Son armée aurait été anéantie. C'est certain. Sa célèbre marche, la grande marche retour de Shogugu, où il a ramené ses troupes à travers la boue de manière fulgurante, c'est un miracle tactique. C'est de la chance et une adaptation inouïe, pas du tout l'exécution d'un plan calculé. D'accord, donc la géographie innocente Hideyoshi. Ça nous amène au deuxième grand suspect politique, une théorie très populaire aujourd'hui, Tokugawa Ieyasu. Oui, on la voit beaucoup dans la fiction récente. C'est le scénario du thriller politique parfait, hein. Nobunaga veut éliminer Ieyasu et Mitsuhide, le général de l'ombre, le découvre et frappe le premier pour sauver son allié. C'est un récit passionnant, c'est vrai. Mais sur le plan géopolitique, ça ne tient pas la route. À ce moment précis, Ieyasu n'était absolument pas une menace pour Nobunaga. Ah bon? Pourquoi? Nobunaga venait tout juste de détruire son grand rival à l'est, le clan Takeda, et ce grâce au soutien crucial de Ieyasu. Nobunaga avait un besoin vital que Ieyasu reste puissant à l'est pour sécuriser cette frontière, pendant qu'il préparait ses campagnes à l'ouest. Donc, assassiner Ieyasu à ce moment-là, c'était un non-sens stratégique total. Une absurdité militaire, oui. Et la preuve ultime, c'est la réaction de Ieyasu la nuit du drame. Il était dans la région de Sakai, avec seulement quelques dizaines d'hommes. Une toute petite escorte, donc. Oui. Quand il apprend la nouvelle, il est totalement pris de court. Il doit s'enfuir dans des conditions effroyables à travers les montagnes de la province d'Iga. Mais on ne pourrait pas dire qu'il a simulé cette fuite pour asseoir sa couverture. C'est peu probable. La rudesse de cette fuite était extrême. Son groupe a failli être massacré plusieurs fois par des bandits locaux. On ne met pas sa propre survie et celle de tout son clan à la merci d'une simple lance en bambou quand on vient d'orchestrer leur renversement du pays. C'est très clair. Les théories du grand complot machiavélique s'effondrent logiquement, ce qui veut dire que c'est Mitsuhide seul qui a pris cette initiative. Et quand on regarde l'exécution du coup, on voit une faille béante. Oui, le mystère Oda Nobutada, le fils de Nobunaga. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant pour ceux qui nous écoutent. Nobutada était l'héritier désigné. Pourquoi ne pas l'avoir ciblé en priorité si c'était un complot parfait? Eh bien, les manuels de stratégie sont clairs. Si vous tuez le chef, mais laissez l'héritier en vie, c'est suicidaire. L'héritier a toute la légitimité pour rallier les armées loyalistes et vous écraser. Donc, Mitsuhide devait forcément savoir où était Nobutada, non? Justement non. La réalité tactique, c'est que Mitsuhide ignorait très probablement la présence de Nobutada à Kyoto cette nuit-là. L'héritier avait changé ses plans à la dernière minute. Oh, waouh! Donc, il lance cette attaque monumentale sans savoir où se trouve la seule personne capable de le détruire ensuite. C'est ça. Au départ, l'assaut était concentré uniquement sur Nobunaga au temple Onoji. Apprendre que l'héritier était à quelques rues de là, au palais de Nijo, ça a été une surprise totale. Mitsuhide a dû improviser et diviser ses troupes en pleine nuit. Mais ça change tout. Si l'héritier n'était pas ciblé initialement, c'est que cette attaque n'était pas un plan d'échec pensé depuis des mois. C'était de la pure improvisation. Absolument. C'est une réaction face à une opportunité soudaine, pas un complot longuement préparé. Mais alors, qu'est-ce qui pousse un homme rationnel, un stratège vieillissant comme Mitsuhide, à jeter les dés de cette façon, à prendre une décision aussi radicale et soudaine? Pour le comprendre, si l'on relie cela au contexte plus large, il faut regarder le changement d'attitude de Nobunaga autour des années 1580. Il devient de plus en plus erratique. C'est-à-dire? Nobunaga avait bâti son pouvoir sur la méritocratie. Il récompensait le talent, ce qui avait permis à Mitsuhide, d'origine modeste, de monter en grade. Mais soudainement, Nobunaga change de cap. Il commence à exiler d'anciens généraux très fidèles comme Sakuma Nobumori. Sous des prétextes douteux. Oui, de vagues accusations d'inefficacité. Et dans le même temps, il place sa propre famille au poste clé. C'est la fin de la méritocratie et le retour en force de la primauté du sang. C'est terrifiant pour les anciens. Ça me fait penser à l'analogie d'un cadre supérieur très loyal, proche de la retraite, qui voit le nouveau PDG licencier brutalement tous les anciens pour donner les rênes à sa propre famille. C'est une très bonne image, sauf que dans le Japon du XVIe siècle, être licencié, ça signifie la ruine, l'exil, voire l'anéantissement de toute votre lignée. La peur s'installe vraiment chez Mitsuhide. Il comprend que sa carrière bâtie sur ses mérites ne vaut plus rien face aux caprices d'un dirigeant qui se prend presque pour un dieu. C'est ça. Donc l'attaque de Kyoto, ce n'est pas une vengeance froide, c'est une réaction viscérale de survie politique face à une opportunité inespérée. Nobunaga et Nobutada étaient là, avec très peu de garde, au même endroit. La faille parfaite. Mitsuhide s'engouffre dedans, sur un coup de sang. Mais justement,
Parce que c'est précipité, ça crée un chaos immédiat. Et ce chaos se manifeste par un détail incroyable. Le corps évaporé du tyran. Oui, le corps de Nobunaga est introuvable après l'incendie du temple. A-t-il été réduit en cendres par la chaleur intense ou bien retiré par un inconnu dans le tumulte? Les sources divergent. Mais ce qui est certain, c'est que les hommes de Mitsuhide ont fouillé désespérément les décombres et les rues de Kyoto. Ils devaient trouver ce corps. Et ça soulève un point majeur sur le pouvoir de l'information. Sans une preuve visuelle, sans le cadavre de ce dirigeant qui s'était presque divinisé. L'autorité de Mitsuhide était morte-née, non? Totalement. Mitsuhide a gagné la bataille militaire au cœur de la nuit. Mais au petit matin, il a perdu la guerre de la légitimité. Sans corps à exposer, il ne pouvait pas forcer l'allégeance des autres seigneurs. Et ça, c'est une faille qu'un homme comme Hideyoshi a su exploiter à merveille. Oh, brillante manœuvre de sa part. Hideyoshi a utilisé cette absence de cadavre pour alimenter les rumeurs. Il a subtilement laissé entendre que Nobunaga avait peut-être survécu, qu'il s'était enfui par un passage secret. C'est machiavélique. Aucun seigneur n'oserait rejoindre Mitsuhide s'il restait la moindre chance que le terrible Nobunaga revienne réclamer vengeance. Exactement. La véritable guerre post-Onoji a été une guerre de l'information, et Mitsuhide l'a perdue. C'est un traumatisme politique d'une ampleur vertigineuse pour le pays. Et il est touchant de voir comment l'histoire, sur le temps très long, arrive à digérer ce genre de choses. On a retrouvé une anecdote très douce pour clore ce chapitre. Oui, un moment vraiment apaisant qui s'est déroulé en 2017, plus de 435 ans après les faits. Lors d'une cérémonie du thé, c'est bien ça? Tout à fait. Une rencontre publique entre Nobu Nanigiri Oda, un patineur artistique qui descend de la lignée de Nobunaga, et Christopher Daniel Pepler, qui affirme descendre de Mitsuhide. Des liens familiaux indirects avaient déjà été établis en 2009, je crois, mais les voir se rencontrer, échanger une tasse de thé et se serrer la main, c'est une image forte. Et la blague de Pepler est géniale. Oui, et lui glisse en souriant. « Cette fois, je ne vais pas vous trahir. » C'est d'une telle élégance. Ça fait retomber toute la tension historique. L'histoire retient souvent les mythes de grands complots, les génies manipulateurs, les ressentiments abyssaux. Mais la vérité est tellement plus humaine. Cela soulève une question fondamentale. L'histoire n'est pas toujours façonnée par des plans parfaits. Ce sont souvent les vulnérabilités, les erreurs de jugement, la terreur d'un homme inquiet pour la survie de sa lignée et le pur hasard d'une nuit sans garde qui bouleverse les empires. C'est magnifiquement dit. Et ça m'amène à une dernière pensée assez vertigineuse à partager avec notre public. Imaginons que Mitsuhide n'ait jamais trouvé le corps parce que Nobunaga avait, de fait, réellement survécu cette nuit-là. S'il s'était glissé hors de l'enceinte, se cachant dans l'ombre, C'est une hypothèse effrayante. n'est-ce pas? Combien de temps ce dirigeant impitoyable aurait-il patienté pour préparer sa propre vengeance? Le fait de réaliser que la structure même du Japon moderne est née d'une simple absence de preuves dans les cendres d'un temple, ça nous rappelle que l'histoire ne tient souvent qu'à un fil, ou à une simple rumeur qui refuse de mourir. C'est une réflexion fascinante sur le poids du doute dans l'histoire. Et nous serions curieux de savoir ce qu'en pensent ceux qui nous écoutent. Que voyez-vous dans l'acte d'Akechi Mitsuhide? Était-il un loyaliste poussé à bout, un opportuniste ou un homme acculé par le désespoir? N'hésitez pas à partager votre vision dans les commentaires. Et pour d'autres plongées détaillées au cœur des sources, pensez à vous abonner. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt pour une nouvelle analyse historique.